Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Mais que diable Napoléon Bonaparte et ses armées sont-ils venus faire dans les alentours de Boulogne-sur-Mer entre 1803 et 1805 ? 2 ans durant, le littoral boulonnais a en effet été transformé en une gigantesque ruche militaire et la vie des civils en a été bouleversée. Pourquoi un tel déploiement de force ? En fait, l'histoire du camp de Boulogne va bien au-delà de l'histoire locale pour nous ramener à l'heure où l'Angleterre était l'ennemi irréductible de la France révolutionnaire et impériale. C'est ce contexte qu'Éric Labaille, docteur en histoire et spécialiste d'histoire militaire, va nous aider à comprendre, sans oublier de nous rappeler qu'il existe une ligne, pour ainsi dire, droite entre Boulogne et Austerlitz. Bonjour Éric Labaille. Bonjour Cédric. Alors, cette perfide Albion que Napoléon essaye de réduire à partir de Boulogne. Boulogne, un site propice à l'organisation d'un éventuel débarquement. Ah oui, Boulogne, on n'est pas très loin du Pas-de-Calais, il y a une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau des falaises du Kent. Donc la tentation est grande d'y rassembler une armée, de la mettre dans des bateaux et de traverser la Manche. Donc, Défi quasiment impossible, parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas réussi à conquérir l'Angleterre en franchissant la mer. le précédent, c'était un bâtard de Normandie, je crois, Oui. en 1066. Ouais. Donc depuis Guillaume le Conquérant, l'Angleterre n'a jamais subi d'invasion au sens propre du terme. Elle a subi des raids, elle a subi des campagnes militaires, notamment, je pense, quelques années plus tôt, on a eu la campagne du général Hoche en Irlande, mais ce sont des coups d'épingle, ce ne sont pas des invasions en bonne et due forme. Et donc là, il y a des préparatifs justement pour une invasion en bonne et due forme. Ah oui, mais c'est quand même étonnant, dans la mesure où les Français et les Anglais ont signé la paix d'Amiens. Oh, ouais. Quand même. Est-on véritablement en paix avec les Anglais ? Je pose la question. Alors ces préparatifs, ce camp de Boulogne, ça ressemble à quoi ? Le camp de Boulogne, c'est une gigantesque implantation militaire. En fait, 2 implantations militaires qui sont de part et d'autre de Boulogne, hein, une au sud, donc sur la rive gauche de la Liane, et une autre au nord, dans un vallon. Et ces 2 grandes implantations militaires sont à la fois des implantations de garnison des troupes, avec des baraquements, avec tout ce qui est nécessaire à une troupe en stationnement, hein, des ateliers, des écuries, des magasins pour le ravitaillement, et également un vaste espace d'instruction. Parce qu'il est hors de question de garder l'arme au pied en attendant de trouver les bateaux nécessaires. Oui, pour démoraliser la troupe, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. On a connu ça en 39, derrière la ligne Maginot, ça a bien marché. Donc là, non, il est question de poursuivre l'instruction, de s'organiser, et d'en faire une sorte d'occasion de cohésion de l'armée. L'armée, n'oublions pas une chose, c'est que nous sommes en 1803, les guerres de la Révolution sont à quelques années de là. Hein. L'armée de la Révolution est un vaste creuset, mais c'est un creuset qui manque de cohésion. Quand on est dans une armée de la Révolution, on sert à l'armée de Sambre-et-Meuse, on sert à l'armée d'Italie, on sert à l'armée de Catalogne, mais entre ces armées-là, qui dépendent toutes d'un chef charismatique, Hoche, Moreau, Bonaparte, ce sont des armées très différentes les unes des autres, et on ne peut pas vraiment parler d'armée française dans une notion très, très unie de l'armée Il y française. a encore un attachement au chef qui est prédominant. Bien sûr, oui. Et donc là, ce camp de Boulogne va jouer un rôle très important pour briser finalement ces particularismes, briser cette armée révolutionnaire et la faire entrer dans un nouveau creuset qui est finalement l'armée impériale. Donc il y a 120 000 hommes, 3 maréchaux.
qui sont présents. Oh, plus de 3 maréchaux, ils passent les uns après les autres. En fait, 120 000 hommes, c'est la jauge maximum, mais on C'est a considérable, hein, 120 000 hommes. c'est énorme, mais on a des chiffres qui vont très largement au-delà, puisque, bien évidemment, les hommes viennent en roulement. Mmh. En 1805, on a encore 60 000 hommes en permanence sur place, hein. On a plusieurs centaines de milliers d'hommes qui, peu ou prou, à un moment ou à un autre, passent par le camp de Boulogne. Ce camp de Boulogne donc est commandé par l'empereur virtuellement, hein, mais par un état-major qui est implanté dans le château de Pont-de-Brique, hein, à Saint-Léonard, et c'est, je répète, une véritable ruche. Parce que j'ai parlé de l'instruction, vitale pour garder le moral intact, pour préparer les hommes au combat. Mais faut pas oublier que pour transporter une armée, il faut Des des bateaux. bateaux. Et donc, autour de l'emplacement purement militaire du camp de Boulogne, il y a là encore une autre ruche qui est celle des ouvriers qui vont s'activer pour fabriquer des péniches, pour fabriquer des barques, pour fabriquer des pontons, pour fabriquer tout ce qui est nécessaire à une armée de débarquement. Alors ça ne concerne pas que Boulogne, puisque des ateliers sont installés sur à peu près tous les ports, dans tous les ports de la côte, des côtes de la Manche, mais c'est véritablement tout le nord de la France maritime qui est impliqué. On a même des garnisons qui sont placées à Saint-Malo. Mmh. Bon, Donc Saint-Malo, c'est pas Boulogne, c'est pas hein. Boulogne, ouais, c'est Voilà. pas Boulogne. Donc on a des centaines de bateaux là en construction, On a des centaines de bateaux, on fait venir, on rassemble à Boulogne une flottille d'à peu près 1 millier de navires. Alors c'est toute une histoire de la faire venir parce que les Anglais, bien évidemment, Oui. contrôlent le détroit, et dès qu'un bateau français montre son nez, il a aussitôt une myriade de navires anglais qui lui sautent dessus pour essayer de le neutraliser. Donc ce n'est pas sans difficulté que l'on parvient à faire venir des bateaux depuis les ports du nord de la France, Dunkerque, etc. Et il y a un projet, mais ça j'y reviendrai, le projet de neutraliser la Royal Navy dans la Manche en utilisant la flotte franco. Là, ça Franco-espagnol. c'est un mauvais lapsus, ça. Franco-espagnole, donc commandé par l'amiral Villeneuve, mais ça nous y reviendrons. Et je terminerai là-dessus sur l'instruction. Il y a un domaine dans lequel il y a quelques originalités, c'est que on va faire travailler les hommes dans leurs disciplines respectives, les fusiliers, les carabiniers, enfin que sais-je, mais on va également leur apprendre à combattre en rang serré, en rang resserré. Pourquoi? Parce que quand on descend Quand on débarque, d'une péniche, on est sur des plages, dans des environnements qui n'ont rien à voir avec des champs de bataille continentaux. Donc il y a un entraînement spécifique. Il y a un entraînement spécifique. Donc vous voyez, ça a une importance fondamentale, fondatrice sur l'armée de l'Empire, je répète, brisant le creuset de l'armée révolutionnaire et en créant un autre, ex nihilo, développant un état d'esprit tout à fait particulier, développant également une cohésion politique. Je rappelle que l'Empire est proclamé en mai 1804, donc en pleine période d'activité du camp de Boulogne. Et cette proclamation de l'Empire va être abondamment utilisée pour pouvoir donner un esprit de corps particulier à ses troupes. Et d'ailleurs, Bonaparte effectue plusieurs séjours à Boulogne en tant que consul puis empereur. Tout à fait. Il vient en 2 ans, en 1803-1804, il vient 6 fois à Boulogne. Donc il inspecte, il vient faire son travail de commandant en chef de cette armée d'Angleterre, puisque c'est le nom qu'on lui donne. Donc cette armée d'Angleterre, il vient l'inspecter, il vient également y créer. J'hésitais à utiliser le mot créer parce que c'est à la fois vrai et faux. Il vient y créer un cérémonial qui sera un des pilier de la mystique impériale, c'est-à-dire la remise d'une décoration qu'il a voulu en remplacement des anciens ordres royaux qui ont été abolis par la Révolution, lors du Saint-Esprit notamment, une décoration qui est censée à la fois récompenser les mérites des personnes qui la reçoivent, récompenser leur fidélité au régime et créer une sorte de nouvelle chevalerie, une élite de la nation que l'on pourrait reconnaître au ruban rouge qu'elle a à la boutonnière. Et cette décoration est... Vous aurez bien sûr reconnu la Légion d'honneur. Voilà, exactement. Grande date de nos régions,
un podcast ici en région. Alors cette Légion d'honneur qui fait l'objet d'une remise particulièrement spectaculaire avec des décors. Oui, donc c'est un cérémonial qui est au fondement même de la mystique impériale, hein. Cette création d'une chevalerie qui correspond également avec l'avènement d'une noblesse d'empire, avec l'avènement des maréchaux. Parce que les promotions de maréchaux, c'est quelque chose qui n'avait pas existé depuis l'Ancien Régime. Et une première remise est faite à Paris en juillet 1804. Elle est suivie, la deuxième, donc c'est pour ça que j'hésitais tout à l'heure sur dire qu'on a créé ça à Boulogne. Non, ça a été créé à Paris, mais véritablement, ça a pris son ampleur à Boulogne. Donc, c'était prévu pour le 15 août 1804. Pourquoi le 15 août? Parce que tout simplement, c'est l'anniversaire de l'empereur, donc c'est la Saint-Napoléon, hein. Et ça aurait été un symbole fort. Bon, on n'a pas pu, pour des raisons diverses, et c'est décalé au 16 août. Et le 16 août, donc, une remise solennelle a lieu, mais c'est une vraie remise de décoration. 2000 personnes sont décorées ce jour-là. 16 grands officiers, 49 commandeurs, 189 officiers de la Légion d'honneur. Donc ça, c'est les hauts grades de la Légion d'honneur. Tous les autres sont chevaliers. On met les petits plats dans les grands. On construit des baraquements, des décors, des estrades, une estrade énorme sur laquelle on met le trône impérial. On installe des faisceaux d'armes. Ça s'est suivi par des festivités, par des feux d'artifice. Donc c'est véritablement quelque chose qui est destiné à marquer les esprits, et ça marque les esprits parce que on sait que l'on est au point de départ d'une aventure. Et cette aventure, bon, on en connaîtra la fin quelques années plus tard, mais pour l'heure, c'est très fort. Et la mission confiée au camp de Boulogne de créer un état d'esprit particulier dans la Grande Armée, elle est pleinement respectée, ne serait-ce que par cette cérémonie-là qui va rester dans les annales. Oui, parce que finalement, cette histoire va tourner court, hein. Il n'y aura pas de débarquement en Angleterre, comme chacun le sait. Et non. 1805. 1805, sur l'initiative de la perfide Albion, qui n'est pas perfide que de nom, Nelson. oh, mais encore, une alliance de revers surtout est nouée entre l'empereur d'Autriche et le tsar de Russie. Le résultat, c'est que Napoléon possède son armée rassemblée au camp de Boulogne, tournée vers l'Angleterre, alors que dans son dos, en Europe centrale, ses pires ennemis sont en train de fourbir leurs armes. Donc il est obligé, en 1805, il est obligé d'abandonner le camp de Boulogne et de faire une guerre à front renversé, c'est-à-dire au lieu de se tourner vers l'Angleterre, eh bien on va procéder à une marche la plus rapide possible en direction de l'Autriche. C'est à cette occasion que l'armée d'Angleterre est rebaptisée, et là, un autre baptême. Elle est rebaptisée de son nom sous lequel on va la connaître, la Grande Armée. Et cette Grande Armée va accomplir une prouesse militaire extraordinaire en marchant le plus rapidement possible, en prenant de vitesse les deux empereurs. Première victoire à Ulm, deuxième victoire le 2 décembre à Austerlitz. On connaît la suite. Oui, mais vous avez prononcé le nom d'une personne. Rappelez-nous cette personne? Nelson. Ah, Nelson. Oui, oui, parce que pour nettoyer la Manche, pour assurer la supériorité maritime, pour assurer pour utiliser un néologisme, la faisabilité de son projet de débarquement, Napoléon a besoin de l'appui de la force navale franco-espagnole de Méditerranée. Or, à la suite de tergiversations, à la suite d'une campagne en demi-teinte dans les Antilles, l'amiral Villeneuve qui la commande se révèle d'être un peu trop velléitaire et se fait surprendre à Trafalgar le 21 octobre 1805. Donc là, c'est l'effondrement complet, à la fois du projet d'invasion de l'Angleterre. On sait très bien qu'une fois que la flotte française a été battue aussi sévèrement à Trafalgar, le temps de reconstruire une flotte, ça ne veut pas dire reconstruire que les bateaux, il faut trouver aussi les équipages qui vont dedans. Le temps de reconstruire une flotte, le temps de retrouver des conditions stratégiques propices à l'invasion de l'Angleterre, des années passeront et cette occasion qui a été perdue ne sera plus jamais retrouvée. Napoléon le sait. Il le sait d'autant mieux que
en octobre, il est déjà parti vers l'Europe centrale. L'armée de Boulogne a déjà quitté le camp de Boulogne. Elle est déjà partie affronter son destin et qui va la mener tout d'abord à Austerlitz et puis après l'année suivante dans la guerre contre la Prusse. Donc cette histoire finalement se termine de la façon la plus pathétique finalement. Le camp de Boulogne est abandonné. Il est démantelé progressivement, même s'il reste des structures encore. Oui, il reste l'idée de quand même, malgré tout, de se servir de ces infrastructures pour rester un espace d'instruction et de rassemblement. En 1811, je crois qu'il reste encore 20 000 hommes sur place, donc ce qui est déjà encore considérable. Et parce que là encore, il faut maintenir la pression sur l'Angleterre. Il faut toujours que l'Angleterre croie que c'est ce que les Anglais appellent une force in being, c'est-à-dire que cette armée française de Boulogne, à tout moment, il peut lui prendre l'envie de débarquer en Angleterre. Donc les Anglais doivent mobiliser des forces pour se préserver. Ça permet d'immobiliser l'adversaire. Exactement, oui, créer l'insécurité et immobiliser l'adversaire. Mais petit à petit, les infrastructures vont être démantelées. Alors il y a des anecdotes innombrables à ce sujet. On ne compte plus en France le nombre de casernes, le nombre de bâtiments publics dont les charpentes ont été construites soi-disant avec du bois provenant du camp de Boulogne. Parce qu'effectivement, on avait amassé des quantités de bois absolument phénoménales. Et ce bois, il a bien fallu s'en servir. Et donc, il aurait été réinjecté dans tout un tas de bâtiments publics construits en France au début du 19e siècle. J'ai un exemple très concret à vous donner. C'est le manège du quartier Lamarck, la caserne de cavalerie, enfin on dit un quartier pour la cavalerie, de Libourne en Gironde, dont la charpente a été construite en forme de coque de bateau renversée et la légende dit à partir de châtaigniers provenant du camp de Boulogne. Et donc Boulogne retombe dans une certaine monotonie, une vie quotidienne peu banale. Oui, et cette vie quotidienne fait contraste avec la vie des Boulonnais pendant les 2 ans et quelques que le camp a existé. Imaginez une petite ville de province, un petit port qui vit de son activité traditionnelle, qui voit arriver 120 000 hommes, qui voit arriver un empereur, qui voit arriver tous les fastes de l'Empire. Il y a de quoi perturber la vie quotidienne. L'économie en a été perturbée. Ça a été une manne financière pour les artisans, une manne financière pour les cabaretiers. La prostitution s'est développée. Bref, ça a été pendant 2 ans une parenthèse dans l'histoire de Boulogne. Et lorsque cette parenthèse se referme, Boulogne retrouve son activité antérieure. Et je pense que dans les esprits des Boulonnais, alors certains ont dû être bien soulagés de ne plus avoir les désagréments de ces troupes, de cette effervescence militaire autour de chez eux. Et tous les désordres qui peuvent aller avec. Exactement, mais je pense que beaucoup de Boulonnais ont regretté le départ de l'armée d'Angleterre. Eh bien, merci Éric Labaille. Vous retrouverez donc l'histoire du camp de Boulogne et bien d'autres histoires dans Grande Date du Nord-Pas-de-Calais, disponible dans vos points presse et dans toutes les bonnes librairies. Merci Éric. Merci à vous. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.